Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Alors, les cinémas ne sont pas encore réouverts, ça s'en vient bientôt, mais on a décidé de vous concocter une émission spéciale avec une thématique qui fait beaucoup l'actualité. Et non, je ne parle pas un top 5 des films de camionneurs, n'est-ce pas, Jean-François? Surtout qu'ils sont assez tragiques, ceux avec des camionneurs en vedette, des suspens psychologiques. Bien qu'il y a un film d'horreur, Maximum Overdrive, de Stephen King, c'est ce film qu'il a réalisé. Je pensais à Duel, moi, ou bien celui sûr. avec Kurt Russell, là, que sa femme disparaît. Puis, Moi, je pense que mon top, ce serait peut-être justement Over the Top avec Sylvester Stallone. Ah, je me souviens pas. Puis il y en a pas un aussi où Jean-Claude Van Damme fait la split entre deux trucks ou une affaire de même, ou c'était juste des photos de presse où je me souviens plus. Écoute, Finalement, on aurait pu. Ouais, on aurait pu, effectivement. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine? On parle de football. Bien on sûr. est à, dépendamment quand vous écoutez ça, on est à 10 jours à peu près du Super Bowl. Fait que quoi de mieux que pour se mettre dans la frénésie du football américain que des films qui nous donnent des émotions, ils nous font grandir. Moi, je dirais le premier constat, je dirais quand même que les films de baseball sont de loin meilleurs que les films de football. Ouais, c'est ça. Restez avec nous, là, mais c'est un peu mon constat aussi. Comme on dirait que on a fait une liste de nos favoris, mais même mon numéro 1, il y a des imperfections dedans, là, comment dire. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. Ouais, la qualité des films de foot est en dessous de ceux de baseball. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'est pas mal souvent des histoires vécues aussi. Ça, c'est l'autre thématique qui revient. Ouais. On s'inspire de faits réels. Donc, oui, alors on va vous jaser de tout ça. Alors, c'est peut-être le temps d'aller vous préparer des nachos pour déguster pendant qu'on va vous nommer les films. Mais avant, on va faire un petit tour d'horizon d'actualité. Une petite semaine, mais quand même des petites choses intéressantes à discuter. Ben, on peut commencer. Tu as annoncé l'ouverture des salles imminentes, là, possible dès le lundi 7 février. Fait que vérifiez votre cinéma favori, lui, quand est-ce qu'il ouvre ses portes dans cette semaine-là. Cela dit, plusieurs ont remarqué peut-être qu'Au revoir le bonheur de Ken Scott n'est comme pas à l'affiche. Ben, c'est une décision du distributeur, probablement, qui veut juste attendre que un peu la normalité revienne ou que les cinéphiles aient repris l'habitude d'aller au cinéma. Fait que c'est le 11 mars. Fait qu'il faudra attendre un mois avant de pouvoir le revoir sur nos écrans, finalement. Et en parlant des films qu'on va pouvoir voir, Scream va être disponible. Et nous, on n'a même pas encore eu la chance de le voir au Québec ou même au Canada, quasiment au complet, que Scream 6 est annoncé déjà. Ben voilà, écoute, on va avoir Ghostface encore pour plusieurs années. Je pense que ça va être le nouveau Jason Voorhees des années 2000. Donc, écoute, c'est sans surprise. Le dernier film là, qui vient de sortir connaît un bon succès tant critique que commercial, ce qui est quand même assez rare pour les films d'horreur. Ouais, surtout rendu au 5e volet d'une franchise, là, 20-25 ans plus tard. Alors, ça fait que j'ai encore plus curieux de voir le film. Donc, normalement, ça va être l'an prochain. Le tournage commence cet été. Et c'est la même équipe là, qui revient pour cette suite-là. On n'a pas confirmé les comédiens, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a encore des vieux de la vieille qui vont revenir? C'est ça, on ne veut pas spoiler ce qui se passe actuel. D'ailleurs, le prochain, on vous en parle la semaine prochaine là, quand on retourne à la normale avec les sorties de la semaine. Tout à fait. Moi, ça me laisse penser que c'est impossible de tuer une franchise d'horreur. Dans le fond, si ton plus récent produit flop, tu mets ça sur la glace, tu laisses passer 5-10 ans, puis t'en refais, ou tu reboots, ou tu recommences. Puis si ça marche, tu continues. Fait que tout à fait. J'ai hâte de voir le Halloween Ends l'an prochain, c'est ça le titre, mais dans le fond, on va prendre une pause de 20 minutes, puis on va dire, on en refait d'autres finalement, parce que on fait 3 fois notre budget avec let's go. T'sais. D'ailleurs, le tournage a débuté. J'ai vu passer là, sur les réseaux sociaux des photos de Jamie Lee Curtis en personnage sur le plateau de tournage. Alors, on va pouvoir voir ça au mois d'octobre prochain. Sinon, c'est la saison des cérémonies, des prix. Et là, c'est les BAFTA, donc les British Academy Awards, le pendant britannique des Oscars qui ont sorti leur nomination. Exact. Je me souviens même pas, la cérémonie est quand, sais-tu? Ça doit être avant les Oscars. Ouais, ça doit être fin février, moi j'ai l'impression. Okay. J'ai même pas noté la date exacte. Puis, surtout moi, ce
ce qui attire notre attention principalement, comme on disait, Dune avait pas scoré fort ailleurs parce qu'il y a beaucoup de prix techniques potentiellement qui vont être à tout le moins mentionnés pour ce film-là, même s'il gagnera peut-être pas. Puis là, fait qu'il y a 11 nominations au BAFTA. Là, il est vraiment dans toutes les catégories, là, peut-être, sauf acteur principal, actrice principale, là, des choses comme ça. Mais ouais, tout ce qui est technique, scénario, film, réalisateur. Costume, son, effets visuels. Donc, ça augure bien pour les Oscars. Ça serait bien qu'il remporte quelques statuettes. Mais le très favori qui jouit d'un buzz depuis sa sortie, c'est The Power of the Dog. Ouais, le film de Netflix, ouais. Ouais, donc j'ai hâte de voir quand même plusieurs nominations. On pourrait passer à l'histoire avec Jane Campion si elle remporte réalisatrice. Là. Il y en a très peu du côté des Oscars aussi. C'est sûr qu'avoir une nomination. Parmi les films britanniques, c'est Belfast qui se distingue un peu avec 6 nominations. Ouais. Donc, parmi ceux qui ont des nominations dont les films sortent la semaine prochaine, il y a Licorice Pizza quand même. Drive My Car aussi dans les nominations de films étrangers. Donc, quasiment une victoire assurée. Alors, du bon cinéma à découvrir et à suivre. Moi, je note qu'il était vraiment passé... Mais pas sous le radar parce que c'est une grosse production quand même de Warner Bros. Mais tu sais, King Richard, qui est sorti en novembre avec Will Smith, tu sais, il s'est vraiment planté au box-office. Là. Ça n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, mais il est quand même dans toutes les cérémonies jusqu'à présent, dans toutes les nominations. Meilleur acteur, il y a meilleure actrice de soutien, entre autres. Fait que peut-être aussi qu'il va être un bon candidat pour les Oscars. Fait que c'est peut-être ce genre de film qui n'a pas eu un succès populaire, mais qui va avoir son succès critique. Là. Il y a juste tout à fait. Une meilleure vie en vidéo sur demande, c'est-à-dire en club vidéo, là, mais en tout cas, pour ceux qui en ont. Et la semaine prochaine, ce sera le dévoilement des nominations aux Oscars. Alors, on en reparlera assurément dans le prochain épisode. Donc, plongeons dans nos top 5 de films de football. Est-ce que tu oses te mouiller en premier? Ouais, juste avant, j'ai recensé un petit fun fact. Je sais pas toi, mais tu sais, vu qu'on avait prévu faire ça, ça fait un bon 2 semaines là, que j'écoute plus de films de football que de games de football en soi. Là. Mais j'ai remarqué qu'il y a plusieurs acteurs qui sont dans 2 films de football différents. Fait que c'est fun fact, là, je peux t'en nommer. Ben, c'est sûr. Le premier, c'est Burt Reynolds, parce qu'il est dans le Longest Yard original de 74, puis ils ont remis un rôle en 2005. De ce fait, Adam Sandler, il est dans Longest Yard, il est aussi dans Waterboy. Ouais. J'avais remarqué Jon Favreau, qui a un de ses premiers rôles dans Rudy, mais il revient dans The Replacement comme une espèce de défoncé plaqueur qui peut pas s'empêcher de plaquer le monde. Cuba Gooding Jr., qui serait dans Jerry Maguire puis Radio, qui sont 2 films autour du football. Même chose pour Tom Cruise, Jerry Maguire, mais All the Right Moves, quand il était très jeune, dans les années 80. Dwayne Johnson, qui est dans The Gridiron Gang, mais aussi The Game Plan, là, la comédie familiale là, avec plein d'enfants et du football. Dennis Quaid dans Any Given Sunday et The Express, où là, il est rendu l'entraîneur. Puis, c'est pas mal ça. Ouais. Mais je trouve ça drôle, tu sais, pour le peu. Ben, il y a quand même beaucoup de films de football, mais il s'en fait pas 2 par année, là, comme... tu sais, il y a souvent 1 ou 2 drames sportifs notables par année, mais c'est pas toujours sur le même sport. Là. Effectivement. Et en se tapant un peu tous ces films-là, c'est vraiment quand même depuis les 20 dernières années que l'explosion des films de football est arrivée, parce qu'il n'y avait pas tant que ça non plus, des années 70, 80... c'est quand même assez fascinant à voir. Je sais pas si c'est juste une hypothèse, la brûle pour point, mais tu sais, si le fait que les matchs sont rendus télévisés aussi maintenant, là, dans les années 60-70, ça commençait, mais c'était pas la même chose. Le Monday Night Football, c'est gros maintenant, surtout aux États-Unis puis tout. Fait que le fait de montrer des films de football, j'ai pas remarqué quand est-ce qu'ils sortent dans l'année. Peut-être qu'ils sortent plus comme au printemps, puis dans les moments où il n'y a pas de football pour que le monde se rappelle comment c'est le fun ou que ça les... Si tu le sors au début de l'été, peut-être ça va te craquer pour dire « Ah oui, j'ai hâte au mois d'août quand ça va commencer. » Fait que ça fait peut-être partie de la stratégie. Puis tu sais, dans les topos générales, comme tu as mentionné en début d'épisode, j'ai remarqué que c'est beaucoup aussi sur le high school, genre, au secondaire, un peu d'NCAA, puis quand même très peu de NFL dans les films, là, vraiment. Oui, on dirait qu'ils ont peur de s'associer. En tout cas, c'est sûr qu'en discutant de certains films, on va pouvoir le mentionner, mais ils sont assez frileux, la NFL, de donner leur accord, leur autorisation d'utiliser leur marque. Oui, alors que, rapidement, le baseball, on pense...
Ben, Moneyball, c'est sûr, mais aussi Major League, c'est les Indians avec le logo qu'on ne doit plus afficher. Puis, ben, en fait, même le nom d'équipe a changé. En tout cas, on ne s'égarera pas dans tous les sports tout de suite. On fait-tu un coin toss ou... moi, je vais te laisser aller. Moi, je suis curieux de voir, entre autres, si Little Giants fera ta liste. Non, c'est ça, je t'en avais parlé hors d'onde. C'est que j'ai réécouté Little Giants, puis contrairement à beaucoup de films d'enfance, ça n'a pas aussi mal vieilli que je pensais. Des fois, les films que j'aimais quand, je sais pas si c'est pareil pour toi, là, mais quand j'avais 7-8 ans puis que je voulais voir encore et encore, j'ai réécoute 30 ans, 20-30 ans plus tard, puis je fais « Ouh, c'est vraiment pas bon, ça devait être insupportable pour mes parents. » Celui-là, j'ai fait « Ok, non, j'aurais un enfant qui l'écoute, puis je serais à l'aise avec ça, mettons. » Puis c'était plus ça. Mais non, c'est pas assez plaisir coupable. Là, tu vois, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Là. Ça va être correct. Mais c'est quand même un plaisir coupable, le premier. C'est un film que j'aimerais qu'il soit vraiment meilleur puis qu'il soit mon numéro 1. Ouais, OK. Mais je le mets en numéro 5, puis c'est Draft Day de Ivan Reitman. C'est un des rares films qui est sur la NFL, c'est des vrais noms d'équipe. Ça s'appelle le repêchage en français. Fait que c'est Kevin Costner qui est le general manager des Browns de... C'est ça? C'est les Browns de Cleveland. Ouais. Puis on est au jour du repêchage. Puis son propriétaire, il demande de faire un coup d'éclat, mais lui, c'est pas ce joueur-là qu'il veut. Fait que il va se retrouver à faire un mauvais échange où il sacrifie beaucoup du futur, puis est-ce qu'il va être capable de s'en remettre? Là où le film, tu sais, c'est un peu comme si tu me trempais Moneyball dans le caramel puis dans Barbe à papa, puis tu mettais du sprinkles dessus, là. C'est comme... Tout va bien un peu et tout. Il y a assez gros, tu sais, la même journée, tu sais, il y a une relation avec une fille qui apprend qu'elle est enceinte. Sa mère, elle veut venir répandre les cendres de leur père qui est décédé une semaine avant sur le terrain de pratique. Tu sais, la journée du repêchage. Une grosse journée dans sa vie. Ça crisait à peine un petit peu. Là. Vous savez que c'est vraiment une grosse journée de job, mettons. Là. Fait que pour ça, mais c'est vraiment le fun. Il y a Chadwick Boseman aussi qui était... quand même dans ses débuts à ce moment-là, qui fait un désespoir, mettons, qui veut repêcher. Il y a un style assez rythmé là, dans les transitions. Là, c'est pour pas... vu qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques, probablement pour pas que ça soit un peu plate ou juste faire des c'est pas des chants contre chants, mais passer d'une personne à l'autre. Ils ont comme fait des cases un peu comme une BD, puis là, des fois, en marchant, la personne se retrouve à marcher dans la case de l'autre pour changer. Fait que, il y a un effet là-dessus. Il y a une petite facture intéressante. C'est un film qui est vraiment le fun à écouter, mais quelqu'un me dirait là, que c'est ben trop quétaine, c'est vraiment mauvais. J'aurais de la misère à le nier. Mais moi, je le trouve le fun pour ça. Peut-être parce que c'est aussi un côté différent de juste le jeu, le sport. Ça montre un autre côté, vraiment la gestion d'équipe. C'est ça, mais c'est moyennement réaliste, mais quand même excitant là, de la manière que c'est. Fait que c'est un feel-good movie de general manager. Un peu. Kevin Costner dans un film de sport, généralement... C'est quand même toujours un peu intéressant. Il n'y a pas toujours une constance dans le niveau de qualité. Mais rapidement, as-tu fait d'autres de sport? Costner, oui. Tous ces films de baseball, je pense que... Ah, ben oui, c'est vrai. Son film de golf aussi, Tin Cup. Ouais, Tin Cup, je l'ai pas vu. Fait que ça doit être pour ça qu'ils ont mis de la romance. Ils ont dit, s'il y a Kevin, ça prend un love interest. Mais je suis d'accord, quand les mains d'un réalisateur... plus audacieux qu'Ivan Reitman, qui est d'école très classique hollywoodienne, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment plus intéressant. Ouais, peut-être un peu plus terre à terre, surtout que, là, je ne vais pas faire d'âgisme, mais c'est un film de 2014, fait que déjà Reitman devait avoir une soixantaine d'années, fait que c'était peut-être pas un jeune réal qui veut prouver quelque chose, que quelqu'un dit on va le faire, ça va être le fun, puis c'est ça. Fait que... Dans les mains de genre Adam McKay ou quelque chose comme ça. Ça aurait été cynique, là. Ouais, c'est ça aurait été intéressant. Écoute, moi, Draft Day, il n'est pas dans mon top 5, mais je dirais mon 5e choix, il est plutôt interchangeable. Ça aurait pu être Draft Day. À la limite, ça aurait pu être We Are Marshall non plus, qui n'est pas dans mon top 5. Là. Je trouvais que ça s'équivaut tous, mais je suis allé vers un film qui est ma découverte, en fait. Je l'avais pas vu avant. Peut-être plus par son sujet aussi, un peu comme toi. C'est The Express, qui est un film sur l'histoire d'Ernie Davis, que je ne connaissais pas.
Ernie Davis, qui est le premier Afro-Américain à avoir gagné le trophée Howard Iceman, qui est l'espèce de trophée ultime là, pour les joueurs universitaires. Là. C'est le joueur le plus utile à son équipe. Donc, une histoire qui se déroule à la fin des années 50, début des années 60, évidemment sur fond de tension raciale, évidemment, vu que c'est le premier noir à remporter le trophée. Auparavant, l'année d'avant, c'était Jim Brown, qui est une légende du football, qui a joué pour les Cleveland Browns, donc qui a joué pour la même équipe qu'Ernie Davis, et il l'avait pas remporté. Et ça avait créé beaucoup d'amertume parce que tout le monde est à peu près unanime qui aurait dû le mériter. Donc, un film, je dirais, quand même assez conventionnel. Ça se démarque pas, assez classique, mais pour l'histoire que je trouve intéressante, surtout tragique parce que Ernie Davis est décédé en 1963 à l'âge de 23 ans de la leucémie. Alors, il a terminé son parcours universitaire. Ils ont gagné le championnat national cette année-là. Il a été repêché par les Browns de Cleveland. Et puis, finalement, au camp d'entraînement, il ne se sentait pas bien. Tests médicaux, puis il a la leucémie. Donc, il n'a plus jamais joué un match professionnel de sa vie, mort 2 ans après. Donc, ouais, c'est quand même assez spécial. Et je trouve que contrairement à peut-être Remember the Titans, on va sûrement jaser, j'ai l'impression, le traitement racial et toutes les tensions du moment sont beaucoup mieux traitées dans ce film-là. Je dirais un peu moins Disney-esque. Ouais, ça rappelle-tu un peu 42 de Jackie Robinson, justement? Ouais, vraiment. On sent la place qu'ils veulent occuper, mais que, écoute, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a du racisme, mais il y a aussi une indifférence. Et je dirais que ça, c'est un peu interprété par Dennis Quaid, que tu mentionnais tout à l'heure, justement, qui joue l'entraîneur de l'équipe, qui lui veut juste gagner. Il n'est pas très engagé politiquement ni socialement, mais c'est les mœurs du temps, donc il agit en conséquence, puis il essaie pas trop de créer de vagues et tout ça. Donc, il est comme prendre l'arbre et l'écorce. Ça fait que c'est intéressant aussi de voir ça, cette espèce d'indifférence des gens qui acceptaient la situation. Ben, c'est comme ça. Faut vivre avec. Donc, The Express, si vous voulez, un pan de football historique, donc football universitaire, à une autre époque aussi, des années 60. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est drôle, moi, il fait partie de ceux qui m'ont échappé. C'est-à-dire qu'il est sur ma liste de genre, j'ai pas eu le temps avant le podcast d'écouter celui-là, il a peut-être un peu moins marqué les esprits. Puis, tu sais, il est plus ou moins récent, 2008, je pense. Ouais, 2008, effectivement. Mais ça a été vraiment un échec commercial. Donc, même s'il y a eu des bonnes critiques. Fait qu'il faisait partie de ma liste de... Peut-être qu'en fin de semaine, justement, là, pas très fan du Pro Bowl. Fait que peut-être que dimanche, je vais écouter ça. Et tu parlais de Chadwick Boseman. Donc, justement, c'est son premier rôle dans ce film-là. Ah, il est là-dedans? Ouais, il joue un petit rôle. Il joue un joueur Floyd Little, un joueur de football. Bon, mais il m'a échappé dans ceux qui ont joué dans 2 films de football. Ouais, voilà. Donc, qui suit les traces d'Ernie Davis, justement, c'est lui qui va remplacer à l'université lorsque Davis quitte. Donc, à voir pour le côté très historique de la chose et du sujet méconnu du joueur. Bon. Mon numéro 4, c'est peut-être aussi ma découverte, dans le sens que c'est un que j'avais pas vu dans toute ma liste. C'est que j'ai vu pour la première fois hier soir aussi. Puis c'est Undefeated, qui est un documentaire sur le foot. T'as osé mettre un doc, ouais. En fait, j'ai regardé, j'ai comme cherché, genre, qu'est-ce qui s'est... démarqué. Ouais, démarqué, pardon, merci. Puis parce qu'il a gagné l'Oscar en 2012, un film de 2011, donc aux Oscars 2012, il a gagné l'Oscar du meilleur film documentaire. Fait que j'ai comme cru que ça peut pas être niaiseux non plus. Là. Fait que je l'ai regardé, puis c'est drôle parce que c'est tous les mêmes thèmes qu'on va voir dans plein d'autres films, dans plus comiques comme Varsity Blues ou Friday Night Lights. On est dans l'école secondaire, même un côté que tu vas avoir dans Blindside, c'est que tu suis un coach, pas amateur, là, c'est des coachs professionnels, mais il y a une autre job aussi. Là, tu peux pas vivre à temps plein là-dedans. Sont, il me semble, à Memphis, fait que c'est au Tennessee, ça, ouais. Dans un quartier quand même assez pauvre. L'équipe, ça fait comme 4-5 ans de suite qui a comme une fiche perdante. Là. Ça joue pour moins de 500. Puis là, il veut changer ça. Il voit qu'il y a des bons espoirs. Fait que le documentaire suit lui, mais aussi sa relation avec 3 jeunes en particulier, jeunes afro-américains. Il y en a qui n'ont pas de père, il y en a que toute leur famille est en prison. C'est le cliché qu'on voit dans tous les autres films, mais c'est pour un peu dire, ça existe pour vrai. Là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, c'est un film de 2011, t'sais.
Ben, pour beaucoup d'Afro-Américains, le football, c'est une voie de sortie de leur milieu. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi des rester accrochés à l'école, puis de leur faire comprendre que c'est du monde qui viennent avec beaucoup d'attitudes, beaucoup de confrontations, surtout des fois envers l'autorité masculine. Mais là, t'es dans un monde d'hommes, puis c'est l'armée finalement, là. C'est ce que je comprends de tous les films que j'ai écoutés. T'sais. Puis, Gridiron Gang, mettons, là, petite parenthèse, c'est comme ça qu'il veut les casser, là, les jeunes délinquants. Non, on va leur faire aspirer à quelque chose de mieux. Puis, souvent, il y a un côté très romancé dans tous les films, mais là, comme c'est le documentaire, c'est très réaliste. Il y a plein d'allocutions, de speech qu'il va faire que c'est pas toujours les meilleurs mots, mais tu comprends ce qu'il veut, puis ça fait 5-6 ans qu'il les entraîne, fait qu'il commence à comprendre comment gérer ce monde-là. La fin est assez dramatique aussi. Ça finit pas nécessairement avec la victoire du championnat. Là. C'est la vraie vie. Là. Tu te rends au plus fort que tu peux. Ça fait que il travaille beaucoup sur la résilience, puis c'est comme un peu l'amour-propre, puis ces trucs-là, fait que j'ai vraiment aimé ça. Il y a moins le facteur peut-être de réécoute, là, vu que c'est un peu un documentaire, contrairement, mettons, à Draft Day. Je pense pas qu'à chaque année, je vais l'écouter et me mettre dans le bain, c'est assez dramatique, mais un fan de football ou de drame sportif, je pense que c'est vraiment un excellent documentaire à voir en ce sens-là. Ah, ben, à noter. Je l'ai pas vu, alors tu me donnes le goût de l'écouter, mais je l'ai vu effectivement passer souvent dans les listes de meilleurs films de football. Là. Donc, Undefeated. Exactement. Okay. Moi, mon numéro 4, j'y vais pour un film qui est souvent classé dans les premiers. Moi, j'ai quelques bémols, donc je l'ai mis en 4e. C'est le néoclassique, classique moderne, Rudy, de 1993, mettant en vedette un Sean Astin moins joufflu, post-Goonies et avant Lord of the Rings, qui est inspiré d'une histoire réelle. Donc là, c'est dans le monde du football universitaire. À noter quand même que l'équipe derrière le film de Rudy, c'est le réalisateur David Anspa et le réalisateur Angelo Pizzo, qui avait fait un très bon film de basket quelques années plus tôt, Who's Yours, avec Gene Hackman. Donc, Sean Astin incarne Daniel Rudiger, donc d'où son surnom Rudy. Et c'est vraiment une histoire, on compare un peu, c'était comme le Rocky de l'époque, là, une histoire très underdog, là, d'un jeune universitaire qui rêve de porter l'uniforme des Fighting Irish de Notre-Dame. C'est c'est l'équipe de football de sa jeunesse. Puis il veut. Le seul problème, c'est que Rudy mesure genre 5 et 6 et pèse à peu près 150 livres. Là. Ouais, c'est ça. C'est Sean Astin, là. C'est Sam Gamgee. Là, ils l'ont pas padé. Donc, il aspire donc à jouer. Évidemment, personne ne croit en ses rêves. Et finalement, va se lancer. Il tente d'entrer à l'université, parce qu'évidemment, pour jouer dans l'équipe de football, il faut faire partie de l'université. Il va accepter plusieurs refus, jusqu'à finalement, à la dernière... il va jouer 2 années. Il va être 2 ans à l'université. Finalement, il va réussir à entrer à l'université. Il va faire l'équipe de pratique de réserve. Finalement, il ne ferait pas la grande équipe, mais il va participer aux pratiques des équipes. Il va quand même se démarquer par son intensité, son esprit d'équipe et tout ça. Oui, parce que souvent, c'est plus comme un dead-end job, là, dans le sens qu'il comprend que les autres qui sont là, t'es juste du bétail. Tu sers juste à ce que l'équipe principale se pratique à plaquer contre toi, puis tu feras jamais l'équipe. Là, effectivement. Mais écoute, il va toffer jusqu'à la fin et dans une histoire digne des meilleurs films, et c'est pour ça, je pense, qu'on l'a adapté. C'est quand même une histoire assez unique. Dernier match, dernier jeu du match, l'équipe va l'embarquer sur le terrain. En fait, on l'a habillé pour ce dernier match-là pour qu'il puisse connaître le feeling qu'on sort là, des vestiaires, tout ça. Mais c'est vraiment c'est l'équipe aussi qui veut lui donner ça plus que le coach lui-même. Oui, bien que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais fait que finalement, il va participer à 3 jeux et son dernier jeu, il va faire un sac du corps. Quand même incroyable. C'est sa seule statistique qu'il y a. Alors, vraiment une histoire inspirante. Et tu mentionnais, Jon Favreau joue un de ses... Il n'est pas un joueur de foot dans le film. Il joue un de ses collègues, camarades de classe, mais on reconnaît déjà sa verve très verbomotrice. Son aisance devant la caméra. Il y a Vince Vaughn aussi qui a un petit rôle comme joueur de foot de notre équipe. Et puis, fait
à noter intéressant, c'est le seul film qui a été autorisé à ce jour à être tourné sur le campus vraiment de Notre-Dame. Donc, c'est vraiment le vrai campus. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que le film est comme... La réalisation est très conventionnelle, fait même penser à un film de télé, là, un peu. Là. Mais le scénario est quand même bien construit, bien amené, parce que... je dirais une longue partie, peut-être 2/3 du film, le football est au cœur du sujet, mais on voit pas de football. Non, c'est ça, parce qu'il essaie juste de rentrer dans l'équipe. Effectivement. Mais on l'entend, on voit les partisans, puis là, finalement, quand il fait l'équipe, là, pour la première fois, on voit l'intérieur du stade, on assiste à des pratiques, puis après ça, le match ultime. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. C'est le moment où il veut rentrer au match... Mais il n'y a pas assez d'argent, c'est sold out, il essaie de quitter un billet, plan, ça marche pas. Puis là, il s'en va au loin, puis la caméra monte, puis on voit le stade, mais la caméra, elle nous montre pas le match. Là. On est comme lui, là, on peut pas y aller. On est juste à côté, t'es l'autre bord d'un mur de briques, mais tu peux pas y aller. Fait que, moi, je dirais pas tout de suite où il est, mais il va être plus haut dans ma liste. Fait que je le dévoilerai à ce moment-là. Puis juste à noter, un des coéquipiers de Rudy, c'était Joe Montana quand même. Ah ouais, OK. Ouais, donc il a joué les mêmes années. On l'a pas vu dans le film, ils l'ont pas mis comme personnage. Mais ouais, quand même. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas s'il l'a invité à une coupe de game par la suite. Ouais, je sais pas. Je sais pas si on garde un petit lien. Ça, c'était numéro 4. Ouais. Fait que numéro 3, ben, j'y vais tout de suite avec ce grand classique de Disney. C'est Remember the Titans pour moi. De 2000. Avec Denzel Washington, Will Patton et un très jeune Ryan Gosling dans un rôle quand même... Gringalet, d'ailleurs. Ouais, Gringalet, bien secondaire, un jeune petit cocky attrapeur de passe, je pense. On est encore aussi dans on combat le racisme par le sport à cette période-là. C'est qu'on joint... Je me souviens plus pourquoi, mais ils fusionnent 2 écoles. 3 écoles. 3 écoles. Fait que là, il se met à avoir des Noirs et des Blancs dans la même école. Puis... Fait que là, ça joint les joueurs de l'équipe de football, il va y avoir un camp de sélection. Et aussi, celui qui est nommé entraîneur-chef, c'est Denzel Washington. Fait que c'est l'Afro-Américain. Alors que l'autre, Will Paxton, on disait qu'il était à une saison d'être au Hall of Fame des coachs d'équipe secondaire parce qu'il remporte les championnats. Puis là, il se retrouve comme assistant coach. Fait qu'il y a toute l'acceptation là-dedans. Je me souviens plus, par contre, en le revisitant, que le film commence tout de suite avec le bootcamp, là, avec le camp d'entraînement. Fait que comme ça, ça prend un certain temps, mais il crée tout de suite une chimie entre les joueurs, les Blancs et les Noirs. Là. Mais après ça, dès que l'école recommence, c'est comme si ça les redivise parce que le reste de l'école n'est pas habitué. Il faut qu'ils apprennent à se rebâtir avec ça. Il y a quand même la facture Walt Disney au travers de ça. Mais moi, je me souviens, c'est sorti en 2000, là, j'étais en secondaire 1 ou 2, puis c'était à l'époque où on faisait quand même des CD gravés à ce moment-là, là, des tunes Napster puis du MP3. Puis... il y avait Ain't No Mountain High Enough sur toutes les compilations à ce moment-là. Là. J'étais dans l'équipe de natation, puis quand on prenait l'autobus là, pour y aller, là, c'est sûr qu'on mettait cette tune-là. Même si tu n'avais pas vu le film, cette année-là, c'était la tune qui jouait partout. Ouais, il est-tu un petit peu plus haut dans ta liste? Écoute, il est à la même place. OK. Je dirais qu'il serait peut-être un peu plus haut si ça n'avait pas été un peu de la lecture que j'ai faite suite au film pour me rendre compte que finalement, à peu près tout le film n'est pas vrai. Ouais. Ils ont changé tellement d'affaires. Justement, on parlait d'intégration des écoles. En fait, les élèves étaient déjà intégrés depuis quelques années déjà. Donc, on a pris vraiment juste un peu l'histoire du coach. C'est correct parce que ces événements-là ont réellement existé, puis ces tensions-là et tout ça, ça arrivait. Mais... qu'on nous présente comme une histoire vraie, très beurrée épais. Là. Donc, ça a fait que j'ai mis 3e, mais non. Pour les séquences de foot qui sont très bien réussies, c'est très bien joué. Rien à redire à ce Denzel, niveau-là. qui est le coach, c'est un peu son personnage qu'on a revu ailleurs. Très sévère, mais juste, là, comme c'est ça qui... Il a un peu amené ce conflit-là avec Will Paxton, parce que l'autre, quand il est dur avec un joueur, après ça, Paxton, il va comme le reprendre et dire mais tu sais, t'es pas si pire. Puis il dit c'est parce qu'il est noir que tu veux aller là. Moi, je suis sévère qu'il soit blanc ou noir, je suis exigeant, puis je veux la perfection, puis c'est ça. Fait. Tout à fait. Donc, et puis, je dois quand même souligner qu'il y a un personnage qui m'a vraiment tanné. C'est la jeune fille du coach, du coach blanc, qui est jouée quand même par Eden Panettiere, qui était tout jeune. Donc, on a vu dans Heroes, mais surtout le truc Nashville, je pense, la série Conjure, beaucoup connue pour la télé. Donc, elle joue une petite fille qui doit avoir 8-9 ans, là, mais elle est comme
trop survoltée, elle connaît tout le foot, elle est trop présente. C'est ça. Je veux dire, en tout cas, ça m'a tanné ça, un je peu. pense que c'est un peu le côté Disney, mais ouais, tout à tu sais, fait. tu dis ça, là, puis elle brûle pour point. Je pense que dans tous les films, à chaque fois qu'il y a une présence d'un enfant, je les trouve insupportables. Puis il y a... il y en a un autre qui m'échappe, mais dans Jerry Maguire aussi, que tu sais, comme c'est un film de foot, c'est une comédie romantique sur des agents, mais c'est vrai qu'il y a un football, mais l'enfant aussi, je le trouve en tout cas pas agréable à côtoyer. Puis peut-être que ça va me revenir tantôt, mais dans un autre film aussi que j'étais comme, voyons, les enfants de films de football sont pas le fun. C'est dans The Blind Side aussi. Le petit, je comprends son personnage, là, Sean Junior là, ou quelque chose comme ça, là, mais il m'énerve quand même. Là. Ouais. Donc, oui, Remember the Titans, donc troisième place pour les deux. Un très bon film, très classique, où le football est quand même très présent, c'est le fun. Les séquences sont assez réalistes, contrairement peut-être aux deux prochains qu'on va nommer. J'imagine. On verra bien. Mais je pense que c'est mieux si on laisse le contexte historique de côté et on le prend vraiment comme un bon film de fiction. Ça fait la job. Mon numéro 2, je l'avais pas vu. Je l'avais déjà entendu parler, je l'ai écouté. Puis, comme on disait en début de jeu, il y a quelque part peut-être une version de ce film-là qui est le film parfait, mais là, ça l'est pas. Mais moi, c'est Any Given Sunday. Parce qu'il traite peut-être de la NFL. Je suis pas un gros fan de Oliver Stone en général. Je trouve qu'il a fait des bons trucs, mais je peux pas dire que j'accroche sur tout. Film de 1999, fait que Al Pacino qui est le coach, Dennis Quaid est le Jamie corps Foxx. arrière comme vedette, mais assez âgé. Jamie Foxx va être le nouveau corps arrière qui va prendre sa place suite à la blessure du plus vieux. Cameron Diaz qui est la propriétaire. Puis t'as aussi James Wood qui est le méchant médecin qui traficote les résultats juste pour que le monde joue plus vite. Fait que un des défauts de ce film-là, je commence avec les défauts, c'est qu'il dure 2h40. Ouais. Puis moi, je suis le premier. Quand c'est justifié, c'est correct. Mais là, c'est peut-être parce qu'ils se sont perdus. T'sais, ils touchent aux joueurs, ils touchent au rythme, à la brutalité du jeu. Ils veulent toucher au coach qui est plus vieux versus un plus jeune, versus est-ce que tu te sens vieillissant dans ce monde-là. À la propriétaire, les choix qu'elle fait, mais aussi elle est jeune, c'est une femme dans le fait qu'il y a comme 3 films dans un film. Ouais. Il est quand même le fun à écouter. Je trouve qu'il y a des fois des montages, ça c'est son style, là. Beaucoup de fondu puis de croisés, la musique qui a déjà 25 ans quasiment, pas super tout le temps. Moins c'est bien, ça. ouais, effectivement. Ils ont créé des fausses franchises. Je trouve que ça se tient quand même. Là, les Miami Sharks, puis je me souviens plus que les autres affaires, là, c'est correct. Là. En fait, tu prends des noms d'équipes de sport qui sont pas dans ce sport-là, tu les mets dedans, puis ça marche. Là, puis, ouais, c'est ça. Mais le côté là, de film commence assez rapidement dans le match où genre 2 corps arrière se blessent, puis Jamie Foxx va être amené à jouer alors qu'il s'y attend pas pantoute. Puis ça, c'est quand même bien fait. Je trouve le ralenti comme des spectateurs, puis c'est comme, ben, on voit ça de haut, ça a l'air facile. Là. Moi aussi, je trouve que c'est comme, ben là, tu bloques la personne, puis tu attrapes un ballon, là, c'est pas si pire. Mais quand t'es dedans, là, ils ont mis ça assez brutal. Là. J'ai écouté tellement de films que j'étais un peu mêlé, mais c'est là-dedans qu'il y a quelqu'un qui perd son œil, qui a un œil arraché. Je sais pas si tu l'as réécouté récemment ou en tout cas, si tu vas être dans ta liste. Là. Il me semble, là, j'ai tellement écouté que je sais plus si j'ai rêvé à du football, là. Mais il y a quelqu'un qui se fait arracher complètement son œil, puis ils prennent l'œil, puis ils le mettent dans un sac qui se bloque. Puis, non, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Peut-être qu'à la maison, vous dites oui, absolument, ou genre de quoi tu parles, t'es complètement gelé. Là. Je suis pas mal ça, c'est là-dedans. Là. Fait que, il y a des trucs un peu excessifs, mais c'est quand même le fun, puis c'est NFL-esque. Là, je trouve le jeune que. Puis aussi, la première fois qu'il était appelé au jeu, Jamie Foxx, là, ça marche pas. Là, il est même trop stressé. Il vomit même sur le terrain. Là, ça devient son classique de vomir à chaque match. Puis, fait que, il y a de quoi de le fun. C'est comme un genre de soap opéra. Ouais, c'est une orgie visuelle. Exact, et dramatique, et d'excès et tout. Là. Fait que je sais pas s'il est dans tes 2 autres. Il est deuxième, moi aussi, mon cher. Any Given Sunday, vraiment
le classique des films de football, surtout de la NFL sans être la NFL. Justement, on en parlait tout à l'heure. Donc, la NFL n'avait pas donné son aval au film quand ils ont su justement l'angle que Stone voulait aborder parce que on traite de racisme, on traite des commotions cérébrales, justement, des joueurs blessés. Oui, c'est vrai. C'est ça, j'ai dit le méchant médecin, mais ça, là, que comme... Tu sais, dans le fond, le gars, il veut jouer, puis des fois, c'est vrai qu'il y a un genre de gentil médecin, mettons, qui est plus comme, ben non, ce gars-là a clairement une commotion ou il y a des vertèbres déplacées, il devrait pas jouer, puis l'autre personne a dit, tu sais, pourquoi tu me dis ça, je veux jouer, c'est la seule affaire que je sais faire, j'ai besoin de mon bonus de performance. Et ça, c'était vraiment inspiré d'un vrai médecin, je me rappelle plus pour quelle équipe, mais c'est ça, on est allé chercher un amalgame d'histoires puis de scénarios. En fait, je pense qu'il y avait 3-4 scénarios qui avaient acheté les droits, puis il a jumelé ça dans un film. Donc oui, on sent la facture visuelle d'Oliver Stone, effectivement, qui n'est pas pour tout le monde. Je dirais dans les Given Sunday, il abuse un peu de ses procédés visuels, de son montage. Ben, c'est parce que comme à chaque match, ça revient. La colorisation aussi, là, les couleurs, c'est très orangé, assez blasté. C'est comme écouter JFK ou Natural Born Killers, là, mais c'est ça, dans NFL, football, là, puis le traitement n'est pas toujours justifié pour le film-là, bien que je comprends que c'est un amateur du chaos visuel, puis il aime ça nous présenter ça. Mais oui, c'est très pompeux et vaniteux par moment. Il y a beaucoup de scènes qui sont beaucoup trop étirées. Il aurait pu facilement retrancher un 20, sinon pas 30 minutes au film. Si le même film dure 2h15, 2h20, il devient comme pas mal plus agréable, mettons. Ouais. Là, mais effectivement, c'est bien joué. Pacino, un de ses rôles classiques comme coach, évidemment. Quaid, très efficace dans le corps arrière, vétéran. Dans une scène qui m'a quand même un peu, je n'aurais pas ébranlé, mais je me rappelle où sa femme, vraiment le gifle. Oui, il y a de l'abus un peu physique et parce que mental par sa femme. Là. Il réalise qu'il n'a jamais pu faire un peu de spoiler, mais prendre ses propres décisions. Fait qu'il est comme, il est blessé, il voit qu'il va se faire remplacer, mais il aura envie de prendre sa retraite. Puis là, il annonce ça, regarde, je vais quitter, je suis tanné. Puis là, sa femme, c'est ça, elle gifle, puis elle dit, hey, tu me feras pas ça, là, il te reste 2-3 ans à jouer, tu les joues, tu vas être une vedette. C'est comme si elle, son accomplissement d'être femme de joueur, elle dit, je suis pas la femme d'un lâcheur, là, tu vas être au temple de la renommée, tu continues, tu gagnes notre Super Bowl. Puis, lui, il reste là à dire, comme, OK, là, je suis rendu à 37 ans, j'ai les genoux pétés, puis je peux même pas choisir moi-même qu'est-ce que je veux faire, t'sais. Fait que ça fait partie des nombreux aspects, disons, évoqués dans le film. Vraiment. Et moi, ce que j'aime du film, donc, c'est évidemment, tu l'as mentionné en entrée de jeu, c'est qu'on traite de tous les aspects qui entourent le football. Donc, c'est super fascinant, même si ça fait beaucoup de stock. Les chorégraphies de match sont peut-être un peu trop poussées, un peu trop survoltées. Les quoi, ce que tu as dit? Les chorégraphies de séquences de foot, il y en a... Oui, c'est... Bon, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Ouais, puis souvent, les tackles, là, genre les plaqués, là, sont excessifs, là. Mais je lisais, justement, en préparation, je suis tombé sur un article hier sur la production du film et vraiment, le film modèle pour Oliver Stone, c'était Saving Private Ryan. C'est ce qu'il voulait créer avec son film. Et on le ressent, effectivement, ça a du sens parce que, justement, dès la première image, on est plongé dans le match. Et c'est ce qui est intéressant, c'est son point de vue aussi. Il amène la caméra sur le terrain près des joueurs, ce qu'on voit rarement. Oui, peu de plans aériens. On voit des fois qu'on est avec... Ah merde, son nom, comédien m'échappe, là. Mais lui qui est comme en haut, le coordonnateur offensif. Aaron Eckhart. Oui, c'est ça, exact. Puis là, on va voir un peu, mais sinon, on est vraiment dedans, on est dans eux. Tu vois le jeu qui se referme comme eux le ressentent, puis c'est ça le meilleur parallèle. Dans les tranchées, comme dans Saving Private Ryan. Donc, puis tu commences sur le débarquement de Normandie. Lui, ça commence en 3 minutes, les 2 corps arrière se font blesser. Lui, il est appelé, vas-y, va au front. Puis, et la première séquence dure comme un bon 15-20 minutes, là, le premier match et tout ça. Donc oui, donc ça se sent à l'écran. Et ça fait très Oliver Stone qui, évidemment... adore le chaos et mène en fait ses films de ce que j'ai lu aussi vraiment comme un camp militaire. Donc écoute, c'est lui le général, puis voilà, il doit être le fun. Ouais, ça a l'air que c'est assez intense, puis surtout que ça a l'air avec ce film-là aussi, c'était ça, c'est qu'il va au feeling de sa journée, fait que peu importe le planning de la production, si lui décide d'aller tourner autre chose, de faire, fait que il va comme ça. Alors, c'est ça. Tout le monde est sur le qui-vive. Et vraiment, oui, tout à fait. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, je pense que ça va être mon classique de pré-saison de football, là, justement, parce que ça touche à tout. C'est un peu... c'est un peu vulgaire là, dans sa façon d'être excessif, mais c'est le fun pareil. Là. C'est vivant comme film. Ben là, mon numéro 1 à ce moment-là,
Ben, c'est Rudy. Oh! Ben oui, que j'avais dit qu'il serait plus haut. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que j'étais allé un petit peu avec le classique, parce que dans beaucoup de listes, il est monté haut. Je peux me garder une réserve. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur film de foot, mais c'est un des meilleurs films de sport. Puis c'est vraiment, comme tu mentionnais précédemment, c'est sur la résilience. Fait que d'être comme de se dépasser, puis pas juste pour la victoire. Il y a beaucoup de films que le but, c'est de gagner le championnat, c'est d'aller en série, c'est de terminer sa carrière en beauté. Lui, c'est d'être dans l'équipe. Ouais. Puis le côté par après, c'est qu'il y a un des personnages qui fait réaliser, c'est comme, là, tu focuses juste sur une affaire loin, puis toi, c'est d'être dans l'équipe, puis de jouer un match, puis d'être en uniforme, mais tu réalises pas tout ce que tu as accompli en arrière. Fait que c'est pas parce que tu te rends pas là que t'es bon à rien, là. C'est juste se connaître ses limites, puis le timing, puis plein de choses. Fait que, pour ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de profs d'éduc, mettons, là, que quand ils vont faire écouter un film ou des choses comme ça, ils vont montrer ça, là, tu sais, comme, ça, là, un homme, là, verse une petite larme en écoutant ce film-là, puis c'est correct, là. Ouais, comme tu dis, il n'y a pas tant de séquences de football, mais c'est autour du football, puis aussi d'idolâtrer une équipe en particulier, là. C'est pas juste d'être repêché puis de jouer pour n'importe quel. Lui, c'est l'université, fait que c'est à Boston, dans le fond, c'est ça. Fait que, ouais, bref, je pense que c'est pas un mauvais film, c'est sûr. Là. C'est un bon film, ça. Fait que je devine c'est quoi ton numéro 1. Voilà. J'ai hâte d'en Je pense qu'on va, s'ostiner un petit peu. Moi, je vais avec Friday Night Lights. Je le mets premier. C'est pas parfait. Encore là, un film sur le football secondaire. Réalisé par Peter Berg, moi qui avait quand même fait deux bons films des années 2000, puis depuis, il est comme très tranquille. Il avait fait The Kingdom, puis qui est un film sur le Moyen-Orient, l'armée et tout ça, et Hancock, qui réinterprétait un petit peu les films de super-héros avec Will Smith, une espèce de un peu de comédie d'action. Mais là, par après, il a fait 2 films avec Wahlberg, celui sur l'attentat du marathon de Boston, là, le jour des Patriotes, quelque chose comme ça, puis l'autre des plateformes pétrolières. C'est ça, depuis il s'est recyclé en réalisateur de films de Mark Wahlberg. Je pense qu'il a même fait un 3e avec lui aussi à un moment donné. Donc, on suit l'équipe des Panthers de Permian High en 1988 au Texas, dans une petite ville, avec Billy Bob Thornton, dis-je, qui joue l'entraîneur Gary Gaines. Ce que j'aime de Friday Night Lights, c'est justement de montrer l'importance du football secondaire dans ces petites communautés-là. C'est souvent le centre de la vie. Et ça, je trouve aussi tellement bien reproduit. J'aime la musique aussi. On est loin de la musique plus traditionnelle, orchestrale, de Remember the Titans ou We Are Marshall, là, qu'on est très dans des trucs très larmoyants. Rudy aussi. Alors là, on a des gros riffs de guitare. Ouais, c'est quelle année dans le film? C'est 2005 à peu 2004. Près? 2004. Ouais, moi, j'ai écouté le film, puis je l'avais jamais vu. Puis j'ai reconnu, c'est Explosions in the Sky, qui fait beaucoup de musique. Puis justement, quand j'étais début cégep, là, on écoutait ça. Là. C'est du rock instrumental planant, mettons. Là. Fait que ça m'a surpris de retrouver ça là-dedans. Fait que je trouve que ça met une ambiance intéressante. C'est bien joué. Il y a beaucoup de foot. Les séquences sont super intéressantes. Quoique plus ça va, plus ça devient un peu exagéré. Là. Fait que je confesse que là aussi, on tombe un peu dans les excès. Mais ce que j'aime aussi, c'est justement, ça se termine pas avec un happy end. Donc, il y a toute une leçon à apprendre de tout ça aussi. Évidemment, c'est une histoire vraie, mais encore là, beaucoup de trucs ont été un peu arrangés avec le gars des vues pour le film, là, mais moi, ça demeure mon préféré. Ben, tous les points positifs que tu as donnés, je suis en accord. Ouais. On dirait juste qu'il y a des points négatifs qui m'ont tellement agacé, tu sais. Puis je serais pas de mauvaise foi, là. Je dirais pas comment c'est un déchet, ce film-là, là. C'est comme, non, probablement qu'il était 6e ou peut-être parce que Draft Day est un plaisir coupable, je l'ai plus mis là, tu sais, parce que j'ai du plaisir à le regarder. Lui, c'est comme, les comédiens, je les trouve pas très charismatiques, là. Ça, je suis d'accord. Assez âgés aussi pour du secondaire, là. Fait que c'est, entre autres, le corps arrière, c'est lui qui est dans Tokyo Drift, là, dans les... il y avait 30 ans au moyen du tournage. Fait que ouais, c'est ça. Puis il est supposé avoir l'air de 17, tu sais, en toute foule de poils, bien musclé, avec la barbe. Puis je suis comme, tu sais, ils ont pas 17-18 ans, là, ces gars-là, là, c'est clair que non. Fait qu'il y a ça. Puis, tu sais, il y en a un qui est
conflit avec son père, là. C'est-à-dire que son père, tu sais, il le bat pas, mais il le bardasse pas mal. Ouais. Tu sais, la scène où il tape les mains sur le ballon, là, tu vas arrêter de l'échapper, puis qu'à chaque fin de game, son père, il est sous, puis il faut qu'il le conduise à la maison, puis tout. Puis, tu sais, clairement, t'haïs pas complètement... Il haït pas complètement son père, mais tu sais, genre, son père est 70% du temps pas le fun, mettons, là. Mais à la fin, tu sais, il va juste le prendre dans ses bras, puis c'est comme, je suis fier de toi, puis il dit, moi aussi, je t'aime, puis tout. Puis c'est comme, tu sais, ils ont rien réglé, là. Puis je trouve ça tellement insignifiant d'arriver à la fin du film, puis de juste, ben, vous voyez, le fait de s'être défoncé dans le sport fait que vos problèmes familiaux puis vos pères vont vous aimer, genre. Puis je suis comme, hey, c'est tellement pas correct, là, faire ça. Puis, tu sais, à la fin du film, il y a même des quotes comme, qu'est-ce qu'ils sont devenus, là. Puis là, il dit juste... tu sais, il est encore en bon terme avec son père. Puis je suis comme, il était pas en bon terme avec son père pantoute, là. C'était un cas de DPJ ici, là. Fait que, en tout cas, il y a des trucs comme ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que la fin, je la trouve le fun, le dernier match, comment ça se joue. Mais, ouais, ce côté-là, je trouvais qu'il était... Puis, c'est vraiment la réalisation de Peter Berg, là. Je trouve que pour des films d'action, ça va. Quand il est dans les séquences de football, il y a une caméra très, très, très nerveuse, là, encore plus que les... comment il s'appelle, là, lui qui fait les films de Matt Damon, La mémoire dans la peau, puis tout, là, qui a ce style-là, mais là, c'est encore plus intense. Mais c'est comme tout le temps. Ils sont dans un char, ils parlent, puis c'est encore une caméra super nerveuse qui bouge, puis j'étais comme, hey, c'est insupportable, cette affaire-là. Moi, c'est ce que j'aime. Je trouve que ça rend dynamique. Mais c'était trop... Le caméra à l'épaule, c'est une chose, mais je la trouve trop excitée. Ouais. Quand c'est dans le sport, c'est correct, ça fait un peu l'effet, peut-être, tranché, guerre, puis comme, il y a du monde à gauche, je vais me faire plaquer, je vais me faire dévisser une cheville, tu sais, mais... tout le temps, il aurait fallu qu'il calme le rythme de tout ça, pas nécessairement de la mettre sur un trépied puis de plus bouger. Là, ça aurait été trop contrastant, mais... Fait que, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Je sais que le film est aussi beaucoup vanté parce qu'il y a une série télé qui en est venue par après. Peut-être que tout ça est un peu plus calibré dans la série aussi. J'ai jamais écouté la série télé, donc... Je sais pas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il existe peut-être quelque part une version de ce film-là qui est le meilleur film de football parce que, comme tu dis, le côté aussi, tu sais, quasiment religieux puis excessif, là, la ville un peu pauvre, puis tout passe par le foot. Tu sais, ça me rappelait Varsity Blues de 1999, puis ça, c'est comme ma jeunesse parce que c'est James Van Der Beek, Dawson, puis tu sais, ce film-là est un peu la même chose, mais en comédie. Ouais. Qui fait que ça se prend moins au sérieux. Ça, il me semble que ça finit quand même assez bien, mais il y a le côté... c'est un film de MTV en plus, j'avais oublié ça, mais il se moque même du monde, parce qu'il y a comme un père de famille qui, un de ses jeunes, il se part des petites sectes puis des choses comme ça, puis il est comme, hey, calme-toi avec la religion, mais il est exactement le même sur le foot, puis il pousse dans le cul de son fils, de genre... Moi, c'est ça que j'aurais voulu être à ta place. Là. Fait que je comprends pas pourquoi t'es pas content. Puis c'est comme, moi, mais je suis pas toi, là, tu sais, je veux pas... Des parents qui revivent leurs rêves à travers les enfants. Il y a ça dans Friday Night Lights. C'est juste que... Tu sais ça. Je pense que le traitement final était peut-être un peu trop sérieux, peut-être, pour moi. Pas sérieux, mais qui se pense meilleur que les autres, genre. C'est peut-être ça. Okay. Mais c'est quand même un très bon film. Puis pour les séquences et tout. Il serait pas là mon numéro 6, là, à ce moment-là. C'est bon, c'est bon. Ben, tu vois, moi, tout ce point-là de caméra et tout ça, moi, c'est ce que j'ai aimé. Ça faisait justement, ça casse de Remember the Titans, puis toute la facture usuelle un peu de ces films-là. Donc, moi, j'ai bien embarqué. Mais c'est ça la beauté de la chose. On a droit à nos opinions. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais, je vais écouter The Express, puis je t'en reparlerai. Puis moi, je ça sais va pas être ça serait quoi Undisputed. le film de football parfait, tu sais, comme on disait, ça prend-tu absolument une histoire vraie? Parce que si tu fais juste une espèce d'ascension normale, ça va être bizarre, tu sais, ça va avoir l'air d'une saison classique, là, je pense. Ou il faut que tu centres autour d'un personnage, peut-être, je sais pas, une saison miracle d'une équipe qu'on voyait poche. Là, en même temps, Any Given Sunday, je pense, avait l'histoire parfaite pour ça. Mais peut-être le scénario qui s'égare un peu trop, puis peut-être avec un réalisateur un peu plus... pas conventionnel, là, mais tu sais... un peu. Qui aurait mis un peu le... Peut-être plus au service du film. Ouais, c'est ça que le contraire. Je pense que ça aurait été intéressant parce que justement, c'est peut-être lui le plus complet. C'est lui qui touche à tellement de choses.
qui était quand même assez avant-gardiste pour son époque, traitait de sujets qui sont encore d'actualité dans la NFL. Donc, je pense pas qu'on est obligé d'avoir la route classique de l'underdog qui surmonte tous les obstacles pour arriver à un truc. Je pense qu'on l'a tellement vu dans les films de sport que ça il y avait, je l'ai juste mentionné brièvement, mais The Blind Side, c'est ça aussi. Ouais. C'est un des rares qui a été oscarisé. C'est meilleure actrice, mais il était quand même en nomination cette année-là du meilleur film et tout. Je crois que s'il avait gagné meilleur film, ça aurait été un genre de film assez consensuel pour plaire à tout le monde parce que c'est un feel-good d'une madame qui a bien de l'argent puis qui décide d'aider un petit gars parce que pour bien faire. Ouais. C'est un film très touchant, mais c'est très mais il n'y a pas la même valeur de rose, réécoute de genre non. c'est du football, je me mets dans le bain. Là, mettons, c'est effectivement. Clair, c'est pour ça qu'il ne passe pas dans nos top 5. Ça va être ça pour le football. La semaine prochaine, on revient en grande pompe. Là. On retourne à la normale. On vous parle d'une multitude, d'une ribambelle de nouveautés, de films sur nos écrans. Gros programme en vue. Nous autres, on va être pas mal dans les salles de cinéma dans les prochains jours. Allez voir tout ça. Donc, vraiment des grosses sorties qu'on attendait depuis longtemps. Alors, on espère... on fera le tour de ces nouveautés-là, voir ce qui est intéressant. Absolument. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire si vous trouvez qu'on a omis un film de football ou que je suis complètement dans le champ à pas capoter sur Friday Night Lights. Allez-y, écrivez-nous balado au singulier @monciné.ca. Et on vous invite justement à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné en vue de la réouverture des cinémas. Il est disponible en version numérique ou physique dans la plupart des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. As-tu déjà tes prédictions de Super Bowl? Tu penses-tu? Es-tu Bengals ou Rams? Écoute, je pense que les Rams vont gagner, mais j'avoue que ça serait intéressant de voir les Bengals l'emporter. C'est deux équipes que je connais pas tant que ça. Moi non plus. Mais je pense que ça va être un bon match. Est-ce que je crois entendre en général? Vraiment. Je pense qu'écoute, on a été choyés jusqu'à présent dans les séries. Donc, espérons que le Super Bowl soit à la hauteur de ce qu'on a vécu. Ça, oui, mais qu'il ne se gagne pas en prolongation. Ça non, fait toujours sinon des tollés par la suite. Ouais. Alors, c'est ça. Bonne semaine. Bonne semaine, bon football et puis bon Super Bowl. Ben, on se reparle avant le Super Bowl, en fait. Ah ben oui, c'est certain, ben oui. Mais je sais pas si on va reparler de football, ça. Effectivement.